10 kilos, ma fille, elle avait un sac de 10 kilos. Donc c'est 20% de son poids, donc on pensait bien qu'elle a 16 ans, on n'était pas en train de trottiner dans les dunes. Hein. Donc le but c'était d'aller chercher la médaille du marathon des sables. Donc on l'a fait. En fait, son expérience rayonnait chez des centaines ou des milliers de personnes, quoi. Et ça, c'est quand même génial. Et ça, je pense qu'elle a été très touchée par ça. Elle était très soutenue par le bivouac aussi. Tout le monde l'applaudissait quand elle arrivait là près de ça. Dans la vie, à mon avis, il y a deux profils. Il y a les optimistes et les pessimistes. Et je recommande de faire partie du camp des optimistes. Bonjour, vous êtes sur le point d'écouter un nouvel épisode de l'Instant Outdoor, le podcast outdoor dans lequel on partage les meilleurs conseils et histoires des acteurs du sport outdoor. Mon objectif est de vous inspirer et vous inciter à bouger en conservant votre santé grâce aux conseils et retours d'expérience pour se lancer et progresser dans votre sport. Nutrition, préparation mentale, entraînement, apprentissage, parcours de vie, on abordera ici tous les sujets sans tabou et de façon naturelle. Je suis François Hinault, fondateur de Planet Trail Productions, speaker, créateur de contenu pour les sports outdoor, créateur de la bière endurante et organisateur du Grand Raid du Finistère. Contactez-moi sur contact@planettrail.com, sur LinkedIn ou sur mon site planettrail.com. Bonne écoute. Bon, alors aujourd'hui je suis avec Fred de la Nouvelle. Frédéric, comment vas-tu ? Eh bien ça va très bien, François. Eh ben écoute, je suis ravi de te recevoir aujourd'hui sur le podcast. On va parler aventure, on va parler trail, ultra trail. On va parler aussi de ta dernière grosse aventure en date qui est le Marathon des Sables. Avant tout, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît ? Eh bien, je m'appelle Frédéric de la Nouvelle, j'ai 42 ans, je suis un ancien journaliste. J'étais journaliste pendant 10 ans à BFM TV et puis ensuite à TF1 pour l'émission 7 à 8. Et puis voilà. Et puis ensuite, j'ai quitté le journalisme pour être porte-parole du ministère de l'Intérieur. Et aujourd'hui, je travaille dans un domaine très différent. Je suis dans la culture, puisque je suis directeur général adjoint du parc Rocher-Mistral, qui est un site absolument magnifique en Provence, dans le plus vieux château de Provence, qui a ouvert il y a un peu moins d'un an, qui est un parc à thème autour de l'histoire de Provence avec des spectacles très quali. Alors, j'aimerais qu'on revienne sur la toute première partie de ton activité pro, journaliste d'aventure. Comment est-ce qu'on en vient à parcourir le monde pour des émissions de télé ? D'abord, j'étais journaliste avant d'être journaliste d'aventure. Et je suis toujours resté, enfin à peu près toujours resté journaliste. J'ai jamais été à 100% dans l'aventure, si à 7 à 8 quand même. Mais moi, au départ, je fais une école de commerce, et puis à la fin de mon école de commerce, je me dis que je me vois pas dans un bureau à faire du contrôle de gestion ou du marketing. Et donc, je trouve des stages dans le journalisme. Job auquel j'avais absolument pas pensé avant. Et donc, je commence à RTL, où je m'éclate bien, et puis ensuite chez Éléphant et Compagnie, qui est la société de production d'Emmanuel Chin, qui produit 7 à 8 d'ailleurs, où je suis stagiaire. Et puis j'arrive à BFM Business, qui est la radio de l'éco et de la finance. Et donc, c'est comme ça que je commence ma carrière de journaliste. Donc, on est loin de l'aventure. Et ensuite, BFM TV, j'arrive comme jeune journaliste. À l'époque, ça venait de se lancer, on était 40 journalistes dans la rédac. C'était marrant, quand je suis reparti, on était 300. Et c'est à BFM, en fait, en parallèle de mon job, que je cours la Diagonale des Fous en 2010. Et ça interpelle la rédaction. Et ça, c'est le début de quelque chose. Et donc, c'est comme ça que j'enchaîne 6 mois après, pour BFM et RMC, le Marathon des Sables, mon premier. On est en 2011, si je ne m'abuse, à ce moment-là. Et puis l'UTMB, et puis c'est comme ça que je monte ensuite mon expédition dans le désert d'Atacama, et voilà. Et que je deviens le journaliste aventurier de BFM. Mais j'ai jamais été le journaliste aventurier de BFM à plein temps. C'est-à-dire que je menais, je remplissais ma mission de journaliste généraliste à BFM, en présentant les journaux, en faisant du reportage, et puis quand il y avait une opportunité, hop, j'allais incarner une course quelque part, ou descendre la tour Montparnasse en rappel avec les pompiers de Paris, ou faire de la voltige avec le champion du monde. Voilà, ça c'était vachement sympa. Et après, quand j'ai quitté BFM, je suis arrivé à TF1 pour 7 à 8, et là, je faisais en effet des reportages découvertes, aventure, donc c'est vrai que j'étais là pour le coup, j'étais à 100% dans l'aventure. C'était absolument top.
Alors aujourd'hui, le trail, l'ultra trail, c'est de plus en plus commun. Les distances s'allongent pour à peu près tout le monde. Faut se remettre dans le contexte. En 2011, c'était pas totalement le cas. Qu'est-ce qui t'a amené vers cette pratique de la longue distance? Eh bien, moi, j'étais pas particulièrement un coureur, mais on a fait un voyage en famille à La Réunion en 2009. Et en fait, en faisant une rando comme il faut en faire quand on va à La Réunion, dans le cirque de Mafate notamment, qui est une merveille, on a croisé des gars qui s'entraînaient. Et c'est là que j'ai appris qu'il existait des épreuves de 160 km avec 10 000 mètres de dénivelé positif à faire en moins de, je sais plus, c'est 64 heures, je crois. Et je me suis dit, c'est trop génial ce truc-là, il faut que je le fasse. Donc ça, c'était en août 2009. Et donc, je me suis mis dans la tête de le faire et je l'ai fait en octobre 2010. Donc, je me suis entraîné pendant 14 mois. Et voilà. Et j'ai fait ma première Diagonale des Fous, ce qui m'a permis de faire mes premiers trails, parce que pour faire la Diagonale des Fous, il fallait quand même que je fasse un peu des courses plus courtes avant. Donc, j'avais fait un 70 km, qui était déjà pour moi un truc de malade. Et puis j'ai été chercher la médaille de la Diagonale des Fous en octobre 2010. Donc voilà, c'est ça qui me met dans le trail et ça m'a ouvert les horizons. Ça a été une aventure extraordinaire. Ça a été un peu ma traversée de l'Atlantique à la rame à moi, quoi. Donc une espèce d'aventure 2 jours, 2 nuits par 30 degrés, par 0 degré, où il pleut, où on passe par tous les états, l'euphorie, le désespoir. C'était 52h40 de course pour moi. Et ça a été une révélation. Franchement, là que j'ai découvert que on pouvait vivre des choses incroyables, qu'on pouvait dépasser ses limites, qu'on avait un mental beaucoup plus costaud que ce qu'on pensait. Et j'ai eu envie de continuer. Voilà, j'ai envie de continuer, d'autant plus que la suite, j'ai pu la partager puisque je le faisais avec BFM. Donc ça donnait un sens tout particulier aussi à ces épreuves. Tu partageais ça avec une équipe de production ou Non, tu je veux dire que partageais tu ça avec les partageais ça avec téléspectateurs. ceux qui allaient regarder, quoi? Ouais, je partageais ça avec les téléspectateurs. Donc, bon, j'avais souvent un GRI, un caméraman qui me suivait, mais parfois non. Mais c'est comme ça que j'ai pu faire le marathon des sables 2 fois pour BFM TV. Et puis quand j'ai traversé le désert d'Atacama à pied, et ben on a fait vivre ça sur BFM tous les jours dans un sujet. Et c'est trop génial de se dire que il y a des personnes qui, avant de prendre le périphérique et d'aller travailler au bureau, peuvent profiter d'une minute 30, 2 minutes de désert d'Atacama et d'une bouffée d'oxygène avec notre aventure. Ça fait vraiment de l'évasion avant de s'enfermer et ça a dû remplir l'esprit d'ondes positives des gens. Oui, et puis c'est le partage de valeurs. C'est partager les valeurs du dépassement de soi, de l'aventure, des grands espaces. C'est pousser les gens à faire les choses qu'ils ont envie de faire et qu'ils n'osent pas faire. C'est montrer qu'on peut faire, on peut faire plein de choses. Enfin, et si on a envie, qu'on se donne la force, tout est possible en fait. Voilà. Et ces aventures-là, ça contribue à faire comprendre ça aux gens. Et à mon avis, c'est très important parce qu'on vit dans une société qui est très très réglée, qui est très codifiée. Mais c'est très bien, hein, il faut des codes. Hein. Mais on peut, en respectant ces codes, on peut quand même aller chercher des choses très originales et on peut bouleverser un peu son quotidien de façon très positive, je pense. Bah, tu vois, je suis très contente que tu en parles parce que quand j'ai créé ce podcast, il faut toujours savoir pourquoi est-ce qu'on fait les choses et quel est l'objectif de ce podcast. Et l'un des objectifs de ce podcast, c'est justement de lutter contre la sédentarité et d'inciter les auditeurs à se dépasser, à aller faire les choses qu'ils ont envie de faire tout en restant en santé. Et à ton avis, pourquoi est-ce que des gens n'osent pas faire certaines choses alors que d'autres y arrivent? Bah, je pense que c'est d'abord beaucoup une question d'état d'esprit. Dans la vie, à mon avis, il y a 2 profils. Il y a les optimistes et les pessimistes. Et je recommande de faire partie du camp des optimistes. c'est-à-dire, c'est-à-dire que l'optimiste va toujours voir le verre à moitié plein et va trouver l'énergie d'aller faire ce qu'il veut faire parce qu'il y croit. Ça ne veut pas dire qu'il va y arriver, hein. On ne va pas forcément y arriver, mais s'il n'y arrive pas, ça va pas le bloquer. C'est-à-dire que ça va le lancer sur autre chose, ça va ouvrir d'autres portes. Enfin,
on est dans un état d'esprit où on a décidé d'avancer et où on mesure aussi la valeur du temps qui passe, la valeur de la vie. Et il est très très important de profiter de ça et de le faire bien et de réaliser ses rêves et ses projets. Le pessimiste, il n'est pas forcément malheureux, le pessimiste, mais il y a toujours un mais. Et donc le pessimiste, quand on va lui demander, on va lui dire tiens est-ce que tu veux faire ça, il va dire mais j'ai un travail, mais attends, faut faire ça, il faut faire ci, et voilà. Alors que l'optimiste il va dire ah bah ouais tiens c'est faisable, alors qu'il aura les mêmes mais, hein, sauf qu'il va pas les traiter pareil. Donc je pense qu'on est dans un monde où on a besoin de gens qui sont plus optimistes. Et puis on est dans un monde aussi où on est très très guidé. Euh, on est on est beaucoup devant nos écrans, les réseaux sociaux. On parle beaucoup matériel, alors qu'en fait le bonheur de ces défis-là, il joue dans tout sauf dans le matériel. Même s'il faut du matériel pour réaliser certaines expéditions, c'est du détail. Il faut avoir une envie de croquer la vie, de monter des trucs, et puis de faire des choses, faire les choses qu'on a envie de faire. Donc, je sais plus très bien quel était le début de la question, mais je pense qu'il faut pas avoir peur de pousser les portes et de réaliser les choses. Et puis de toute façon, si on se plante, on se plante. Enfin, franchement, moi, je suis en train de chercher là, l'argent pour ma nouvelle expé là que j'aimerais bien faire l'année prochaine, mais bon, j'en parle pas encore parce que c'est un peu tôt. Mais je sais pas si je vais trouver l'argent. Mais enfin, je pars du principe que je vais le faire. Parce que sinon, je vais me morfondre. Donc, je vais de l'avant quoi qu'il arrive. Si je trouve pas l'argent, elle viendra plus tard, ça va déboucher sur d'autres projets, parce que ça permet de rencontrer des gens, cette recherche d'argent. Enfin voilà, il faut toujours être dans une dynamique positive. Et puis si toi tu crois pas en ton projet à 2000%, comment emmener les autres avec toi pour y croire aussi, c'est... Exactement, absolument. Ouais, ouais. Il faut pas avoir peur d'être différent aussi. On est dans un monde, je trouve, où tout le monde est un peu pareil. Enfin, on est tous différents, bien sûr, mais comme c'est très codifié, les gens, je sais pas, je le vois dans ma vie sociale, par exemple, tu vois. Les gens ont toujours peur du regard des autres, se demandent toujours ce que l'autre va penser, comment il va réagir. En fait, il faut avancer en se disant qu'on construit quelque chose. Il faut en être fier, hein, bien sûr, hein, mais il faut pas. Il faut se libérer d'un certain nombre de contraintes, je pense. Parce que ce que je dis est un peu bateau, mais en fait, je crois que c'est toujours pas mal de le dire quand même. C'est tellement bateau, mais en même temps, c'est tellement un élément bloquant pour énormément de personnes encore que le dire, le répéter et le redire et le re-répéter, finalement, même si ça n'aide qu'une seule personne à oser se lancer, c'est Non, objectif non, mais accompli, je te quoi. dis, ouais, t'as raison. Je pense que, en fait, c'est une question de logiciel, d'état d'esprit. Moi, je comprends pas les gens qui disent, ah, j'aurais beaucoup aimé faire ça, ou j'aimerais beaucoup faire ça, mais qui n'enclenchent pas le processus pour le faire. Je comprends pas. Alors, de temps en temps, on a une bonne raison, un truc rédhibitoire, ça peut arriver, quoi. Je sais pas, une raison familiale, quelque chose, voilà. Ça existe. Les bonnes raisons, ça existe, mais en fait, c'est quand même très rare. C'est-à-dire qu'en général, il n'y a pas de bonne raison de pas le faire. Donc, moi, ça me fascine, ça. Je me dis, mais comment cette personne peut-elle vivre de rêves qu'elle sait qu'elle réalisera pas, parce qu'elle a décidé qu'elle les réaliserait pas, en fait, hein. Ça ouais, ça me titille toujours. Souvent, je me dis que ceux qui n'accomplissent pas ce genre de projet qu'ils ont, c'est qu'en fond, ils n'ont pas vraiment envie. Bah, d'abord, il faut les avoir, hein, les idées, hein. Faut avoir des projets un peu particuliers, parce que tout le monde n'a pas des projets particuliers. Et puis, si on a la chance d'avoir un peu d'imagination et puis d'avoir des idées comme ça qui viennent de faire des trucs un peu fous. Après, en effet, il faut arriver à le mettre en œuvre. Et il y a peut-être. Bon, je me dis que si on a l'idée du truc un peu fou, on a déjà quand même une bonne partie de fait. On fait quand même partie des gens qui ont des idées un peu folles, et ça, je trouve ça assez sympa déjà. On est dans une bonne catégorie. Mais, mais Au, après, au plus grand après désespoir de notre famille parfois, mais... ouais, 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 ouais. Mais après, il faut arriver à aller chercher le truc, quoi. C'est compliqué, hein. Franchement, c'est compliqué. Mais en fait, quand on veut vraiment, on y arrive. Même si peut-être que le produit fini qu'on va réaliser sera probablement pas exactement celui de l'idée de départ, mais c'est pas grave. On fait un truc génial, on est heureux, on a monté un projet, on s'épanouit en allant gagner en confiance en soi, en réalisant un truc un peu dingue. Moi, j'aime beaucoup ça.
Et alors, dans le genre optimiste, level max, j'ai reçu quelqu'un que tu as forcément croisé, qui s'appelle Alain Cailleux, dans le podcast 91 Mhm. de l'Instant Outdoor, qui a fait le Marathon des Sables en tongs et qui s'est présenté au Marathon des Sables sans avoir aucune nourriture avec lui. Et, Attends, cette année? cette année, ouais. Ouais, ouais. Il a fait le marathon en tongs. Et pourquoi il est venu sans nourriture? Parce il a traversé plusieurs pays pour pouvoir venir faire le marathon des sables. Il l'a traversé à pied. Ouais. Et puis il a fait du porte-à-porte, enfin de tente à tente, pour avoir les calories nécessaires pour pouvoir prendre le départ. Ah bah tu vois, j'ai pas du tout croisé Alain Cailleux, moi, hein. Tu l'as pas croisé? Ah, Ah non. c'est quelqu'un de fabuleux qui est tellement optimiste pour le coup et inspirant. Donc, non, non, vraiment, vraiment un personnage fabuleux. Mais comment l'organisation l'a laissé partir sans la nourriture? Et ben, il l'avait, la nourriture au final. Ah, il l'a fait avant de partir, d'accord, ok. Voilà, ouais, 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 ouais. D'accord, ok. C'était en 2020. Ah, c'était en 2021, non? 2021, oui. Ouais, mais moi je l'ai fait en 2022, le marathon des sables. Ah oui, c'est pour ça, bah oui, bien sûr. Ben Oui, oui. oui, oui, oui. C'est vrai que il y a eu deux éditions assez rapprochées finalement. Ah, il Ouais. l'a fait. Ah, mais il a fait celle d'octobre. Oui. Celle où il y a eu beaucoup d'abandon, là. Oui, oui, il avait fait Il très l'a très fini? chaud. Oui, il a fini ouais, en Ah oui, tongs. il est balèze, d'accord. Ouais, ouais. Excellent, excellent. Alors, justement, le marathon des sables, qu'est-ce qui t'a amené à aller faire cette course, du coup, 3 fois, tu nous l'as dit. Alors, c'était la quatrième, là. Quatrième Non, fois, mais parce que d'accord. je l'ai faite de façon particulière, là, parce que je l'ai fait avec ma fille. Oui. Avec On ma va, fille on de va, on 16 va y ans. venir. C'est pour ça que je le fais. Le marathon des sables, je l'avais déjà fait 3 fois. Je l'avais fait 2 fois pour BFM TV, et puis une fois, Patrick Bauer, le directeur de la course et fondateur du marathon des sables, m'avait gentiment invité. Donc j'avais fait 3 fois cette course qui est merveilleuse, et j'avais pas particulièrement le projet de la refaire. Et ma fille de 16 ans était partante pour le faire avec moi. 16 ans, c'est l'âge minimum pour faire cette course. Et donc moi, évidemment, je l'emmène là, absolument. C'était une occasion extraordinaire de lui faire découvrir le dépassement de soi, la nature, de passer un moment avec ma fille exceptionnelle. Voilà, de la mettre un peu physiquement en difficulté, mais comme je connais ma fille et que je connais le marathon des sables, je savais que ça pouvait passer, que ça allait passer même, même si on a toujours un doute, mais et voilà, et ça a été non seulement c'est passé, mais en plus c'est très 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 bien passé, quoi. C'est-à-dire que euh, elle en garde un souvenir impérissable. Elle sait qu'elle a fait quelque chose de super. Elle a découvert des gens géniaux. Elle s'est découverte elle-même. Et puis nous, on a passé une semaine tous les deux de complicité incroyable. Ça construit aussi notre relation. Donc c'est pour ça que j'ai refait le marathon des sables une quatrième fois. Et c'était pour emmener ma fille. Et voilà, et c'était dingue. Alors, 16 ans, dans nos auditeurs, il y a sûrement des gens qui essayent d'emmener leurs enfants faire une petite randonnée avec eux, soit en montagne, soit pour les vacances ou juste le dimanche se balader. Beaucoup galèrent sur ce sujet. Toi, est-ce que ça a été toujours facile en fait de l'amener? Elle a toujours eu ce goût pour la nature et l'aventure? Bah, c'est-à-dire que si j'avais eu à forcer un tout petit peu, je l'aurais pas fait. Donc, parce que c'est trop dangereux, quoi, de se retrouver au marathon des sables avec un enfant qui finalement regrette, qui veut pas, qui aime pas. Du coup, ça détruit plus que ça construit, je pense. Donc, ma fille, j'ai toujours su qu'elle avait un tempérament un peu de guerrière, de compétitrice. Je le vois dans sa façon dont elle gère sa vie scolaire et les défis au quotidien. Elle aime le défi. Elle m'avait demandé si pouvait aller voir la mer dans la journée à vélo. À l'époque, on habitait en région parisienne. Et je lui avais dit, bah oui, on peut, mais comme t'es petite encore, elle avait 11 ans. Euh, je lui ai dit, il faut qu'on se loue un tandem. Donc on a loué un tandem et puis on est parti à 5 heures le matin et puis on a dîné sur les planches à Deauville. On a fait 200 kilomètres. Et ça l'avait vraiment éclaté. Elle a passé une super journée. Et voilà, c'est des petits trucs comme ça. J'ai fait tous les ballons des Vosges à pied avec elle. Là, c'était super pendant la Toussaint sous la pluie pendant 3 jours. Et elle aime bien ça. Et je lui ai toujours appris à dormir sous la tente, vivre un peu route. Et au mois de septembre, quand ça brame en forêt de Rambouillet, on brame du cerf. Je l'ai emmené plusieurs fois à passer des nuits à la belle, à aller observer les animaux et tout. Elle adore ça. Et donc, elle avait plutôt le profil. Et voilà. Et on s'est entraîné pendant 6 mois.
Tous les dimanches, on faisait une sortie rando-course, entre 20 et 50 bornes. On s'est fait 100 bornes en 3 jours à Noël, autour du Ventoux, qu'on a grimpé aussi avec 3000 de dénivelé. Là, c'était bien, je voyais que ça passait bien. Et donc, j'étais assez confiant. Voilà. Et elle prenait beaucoup de plaisir à s'entraîner. Elle, voilà, ça la faisait marrer. Elle était à fond. Elle s'était fixé cet objectif. Donc, j'avais pas de doute sur le fait que ça se passe bien. Donc, en fait, si vous avez des enfants qui rêvent de ça, qui veulent y aller, qui ont un esprit de compétition et que vous voulez les emmener, ben, ça se tente. Mais si si c'est pas dans leur nature, s'ils ont d'autres passions, d'autres choses, eh ben, faut surtout pas. Hein. Enfin, je crois. Comme tu dis, ça détruirait plus que ça construirait. Bah ouais, y a de quoi dégoûter. Il faut vraiment que ça se passe bien. Hmm. Et alors, je me dois de te poser la question parce que j'imagine que tu as eu cette remarque sur le fameux c'est trop jeune hein, pour parcourir des distances comme celle-ci. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Bah, d'abord, nous on le fait en marchant. Parce que c'est le marathon des sables, les barrières horaires sont très larges. Donc on porte un sac qui fait 10 kilos. Moi, ma fille, elle avait un sac de 10 kilos. Donc c'est 20% de son poids. Donc on pensait bien qu'elle a 16 ans, on n'était pas en train de trottiner dans les dunes. Hein. Donc le but c'était d'aller chercher la médaille du marathon des sables. Donc on l'a fait. D'ailleurs on finit 600 et quelques sur les 900 partants là. Donc c'est pas mal. Et puis on fait la longue étape en 24 heures, on marche, bon voilà. Les gens qui disent c'est trop jeune, en fait c'est des gens qui feront jamais rien. Les gens qui disent c'est trop jeune, c'est comme les gens qui disent sois patient. Et moi, on m'avait dit, et je trouve ça très vrai, que les gens qui te disent sois patient, bah, c'est les mêmes qui te diront après c'est trop tard. Donc, un jour, j'étais avec ma fille, c'était quoi, 2, 3 mois avant le départ, et puis on a rencontré des gens comme ça, et puis il y a un monsieur qui a dit, moi, je trouve pas ça bien, c'est pas une bonne idée, elle va s'abîmer, elle est trop jeune et tout. Et donc j'ai dit à Cécile, en fait, ce jour-là, je lui ai dit, Cécile, ma fille, je lui ai dit, bah, tu vois, quand tu auras des projets un peu extrêmes comme ça, et ben, tu auras toujours des gens pour tenter de te freiner, de t'arrêter. C'est exactement ce qu'a fait ce monsieur ce soir en te donnant son avis. Et je lui ai dit, tu verras quand tu auras ta médaille du marathon des sables, tu repenseras à ce monsieur, tu te diras, heureusement, je ne l'ai pas écouté. Et on a repensé à ce monsieur après. Et, et en fait, moi, je crois que c'est comme tout dans la vie, c'est-à-dire qu'il faut monter les choses raisonnablement. Et envoyer sa fille, enfin, aller faire le marathon des sables avec sa fille de 16 ans, c'est tout à fait possible d'organiser ça de façon raisonnable. Parce que on l'a pas plongé dans l'inconnu. C'est une épreuve que j'ai faite 3 fois. Je connais. C'est pas la première fois qu'un jeune de 16 ans finissait le marathon des sables. Donc, on sait que c'est à la portée d'un jeune de 16 ans. Et puis, je connais ma fille. Et puis, on s'est entraîné. Et donc, je savais que je l'emmenais dans une épreuve qui était accessible. Voilà. Et quand j'ai voulu traverser le désert d'Atacama il y a quelques années, il y avait un spécialiste de cet endroit qui m'avait envoyé un mail en me disant vous êtes vraiment débile. Quelle idée d'aller traverser le désert d'Atacama, vous allez à pied, tout ce que vous allez faire c'est mourir entre deux dunes. Bon, moi ça m'a donné encore plus envie de le traverser. Depuis je l'ai traversé. Et je pense que les gens qui mettre en garde, c'est une chose. Il faut savoir mettre en garde. Mais freiner, ralentir les gens, casser leurs espoirs, ça, il y en aura toujours des gens qui font ça sans forcément le vouloir. Hein, c'est pas des gens méchants. Hein. Pareil, c'est un état d'esprit. Et ça, il faut faire très attention. Il faut faire très attention à pas se faire abîmer son projet par des gens comme ça. Et d'ailleurs, justement, c'est souvent des gens qui sont justement proches de nous et qui nous veulent du bien qui font ça. Ouais, c'est vrai, ouais. Bon, c'est des gens qui ont peur pour nous. Bon, là, c'était pas le cas, en l'occurrence, le monsieur qui a dit ça à ma fille, c'était pas quelqu'un qui était proche, mais c'est vrai, forcément, là, bah, il y a toujours une mise en danger, mais une mise en danger raisonnable. C'est-à-dire que il y a des gars enfin, je veux dire, il y a des types qui se lancent des défis où il y a un vrai risque pour la vie. Moi, je fais en sorte toujours que les aventures, et encore plus quand j'emmène ma fille, que mes aventures soient organisées, encadrées. Enfin, l'idée, c'est pas de mettre ma vie en danger, même s'il y a forcément une mise en danger quelque part quand on se lance dans un désert. Mais enfin bon, il y a une mise en danger quand vous prenez votre voiture pour aller au boulot aussi. Donc. Là, on part sur une organisation, Marathon des Sables, qui est hyper rodée, avec plein de médecins, plein de bénévoles. Ils ont un matos de malade. Vous êtes évacué en 2-2 en hélicoptère. Ils ont de quoi intervenir sur place. Enfin, voilà. Alors vous allez me dire, il y a eu un décès au Marathon des Sables en octobre. Oui, c'est vrai. Il y a eu un monsieur qui a fait un arrêt cardiaque.
Bon, ben voilà, ça arrive. Euh, c'est pas une raison pour arrêter et mettre un terme à ce genre de projet. Moi, je fais en sorte qu'il soit calculé, qu'il y ait un vrai suivi. On a des balises de détresse sur nous qui nous permettent qui permettent à l'organisation de savoir où on est en temps réel. Donc, euh, donc voilà, tout ça est très bien cadré et j'ai pas du tout eu l'impression d'emmener ma fille dans quelque chose de dangereux. Vraiment. Physiquement, on la pousse. Donc physiquement, mais c'est de la marche, c'est pas violent. Enfin, je veux dire, elle peut pas revenir en ayant abîmé ses genoux, en ayant abîmé ses tendons. C'est de la douleur un peu musculaire, quoi. Mais voilà. Aujourd'hui, elle est en pleine forme. Hein. Mhm. Et puis, tout est une question parfois de perspective et de point de vue. J'ai trouvé une réflexion très intéressante l'autre jour sur un petit ou une petite qui a fait un semi-marathon à 6 ans. Et Bon. puis, bon, Wow. forcément, il y a eu plein de réactions sur, Ah ouais, j'ai vu ça. C'est une américaine. hmm, Ouais. plein de réactions disant que c'était trop jeune, c'est trop jeune, c'est trop jeune. Et puis quelqu'un disant dans les commentaires, si cette petite avait parcouru 21 km pour échapper à un lion dans la savane, tout le monde aurait trouvé ça fabuleux. Là, elle a couru la même distance et tout le monde se permet de juger. Alors qu'au final, effectivement, ils ont fait ça Bon, si elle avait pendant. couru 21 kilomètres pour échapper à un lion, elle aurait échappé à la mort. Donc je peux comprendre le raisonnement quand même. Mais vaut mieux s'abîmer les genoux que mourir. Mais ouais, ben, tu sais, enfin, c'est toujours pareil, c'est un équilibre à trouver, quoi. C'est sûr que quand on abuse de quelque chose, qu'on fait quelque chose trop tôt, il peut y avoir des répercussions négatives, c'est sûr. Mais il y a aussi, il y a quand même souvent plein de positifs. Le trail, moi, quand j'ai fait la Diagonale des Fous en 2011, à cette époque-là, il y avait plein de médecins qui disaient, l'ultra trail, c'est la mort des coureurs. Les mecs, ils vont être en fauteuil roulant, enfin, je caricature, mais ils vont être en fauteuil roulant dans 15 ans, les mecs courent beaucoup trop et tout. Aujourd'hui, ça fait 10 ans qu'on observe les ultra-trailers, des gars qui font des ultra-trails de 160 bornes, parfois 6 ou 7 fois par an, plus des courses tous les week-ends, qui courent 150 km en entraînement toutes les semaines, et les gars sont en pleine forme. Quoi, voilà. Alors, je vais pas m'aventurer plus que ça, et c'est pas du tout l'avis d'un médecin, mais j'observe que euh, il faut faire attention à tout ce qui se dit, en général d'ailleurs, hein, c'est valable dans l'aventure et dans la vie, hein. Enfin, je crois. Mais faut arriver à prendre du recul et à analyser les choses un peu sereinement parce que sinon on est dans, on entend beaucoup de il paraît que et puis en fait ben, il paraît qu'on dit plein de conneries quoi. Donc donc je crois que cette petite fille si elle a couru ses 21 km c'est merveilleux, ça va probablement pas physiquement lui faire de mal. Voilà et ça doit surtout l'aider à avancer psychologiquement et à se construire, j'imagine. Hein. Il y a toujours des gens pour critiquer tout. Hein. Voilà. Les experts de Facebook qui sont géopoliticiens, virus. Ouais, c'est ça. Mais c'est un peu le problème des réseaux sociaux aussi, c'est qu'aujourd'hui, tout le monde a un avis sur tout, et puis tout le monde est sûr de soi. Et puis quand on dit bonjour sur un réseau social, il y a toujours un type pour vous insulter en retour. C'est vrai, je caricature à peine. C'est assez terrible. Donc, bon, on est un peu loin de notre ultra trail là, mais je pense que l'ultra trail et toutes ces grandes aventures, il faut, il faut construire ça de façon raisonnable. Il faut prendre en compte tous les risques évidemment parce qu'il y en a, mais il faut pas être effrayé quand quelqu'un vous dit tu fais une connerie. Voilà. Il faut être maître de son projet. Alors, le marathon des sables, toi, tu l'as donc fait 4 fois. Ouais. Tu as réussi à emmener ta fille aussi, enfin, même si c'est aussi, et principalement grâce à ses capacités physiques qu'elle est arrivée au bout. J'imagine que tu as dû l'accompagner dans cette aventure. Comment est-ce qu'on termine une épreuve qui est réputée parmi les plus dures au monde? Tu veux dire comment est-ce qu'on termine, comment on arrive à aller au bout? Si tu avais Bah, des conseils pour des gens qui voudraient se lancer sur bah cette course. d'abord, alors comment dire, je pense que c'est un très bon ultra trail pour commencer l'ultra trail. Moi. Après c'est particulier parce que c'est un ultra trail par étape et puis en autosuffisance alimentaire. Mais pour ceux qui veulent se lancer un défi, qui aiment bien la course, le trail,
qui veulent vivre une aventure humaine très forte, je pense que le Marathon des Sables est très adapté. Pour plusieurs raisons. La première, c'est que les paysages sont extraordinaires, dépaysement garanti. La deuxième, c'est que c'est une aventure humaine très très forte, parce que comme c'est par étapes, on vit sur un campement pendant 6 jours, dans la même tente, avec des collègues, des coéquipiers de tente qui ont fait connaissance et on partage le truc. Et puis enfin, parce que c'est physiquement, à mon avis, accessible. C'est-à-dire que même si c'est une course très dure, les barrières horaires restent très larges. Donc c'est pour ça que je te disais, moi avec ma fille, on a marché quasiment tout le temps. Ce qu'il faut, c'est mentalement tenir le choc, il faut être bien équipé, et t'arrives au bout. Le taux d'abandon sur le Marathon des Sables n'est pas très très élevé. Il y a eu une exception en octobre 2021 là, parce que une édition qui a pas lieu normalement à ce moment de l'année. Donc là, il faisait très très chaud, et puis il y a eu en plus une espèce d'épidémie de gastro. Enfin voilà. Donc il y a eu 50% d'abandon, ce qui était absolument exceptionnel. Et puis là, l'édition que j'ai faite là en mars là, 2022, il y a eu 10% d'abandon, ce qui est encore assez exceptionnel. Normalement, il y a moins de 5%. Et il y a eu 10% d'abandon parce que sur la deuxième étape, notamment, on a eu une tempête de sable de malade et que ça a mis pas mal de gens dans le hors délai. Mais, mais moi, ce que je vois au Marathon des Sables, je pense que c'est une des richesses de cette course, c'est qu'il y a tous les profils. Il y a des gens qui connaissent pas du tout l'ultra trail. Il y a des gens qui ont envie de vivre une aventure dingue, qui se préparent plus ou moins, des gens qui sont même pas forcément très préparés, et qui vont quand même chercher la médaille, et qui se retrouvent pendant une semaine à devoir aller chercher au plus profond d'eux-mêmes pour arriver au bout de ces étapes pour lesquelles ils sont pas forcément prêts, et qui y arrivent, et qui apprennent beaucoup, et qui vivent des moments extraordinaires, et qui témoignent de ça dans leur entourage pendant des semaines, des mois et des années après. Et donc, je pense que le Marathon des Sables est une course accessible. Et on dit que c'est l'une des plus dures du monde parce que la distance est forte, les paysages, le sable sont des univers particuliers, difficiles, redoutables, inhospitaliers. Mais bon, moi je pense pas que ce soit l'une des plus dures du monde parce que c'est pas la diagonale des fous, quoi. Diagonale des fous, si vous n'êtes pas entraîné, si vous n'êtes pas à un niveau de forme très très élevé, ben c'est même pas la peine. C'est même pas la peine d'espérer la finir. Le Marathon des Sables, vous pouvez y aller. C'est beaucoup de mental et puis beaucoup d'humain. Faut pas avoir de problème physique. Voilà, il faut être à peu près. Mais je pense que c'est accessible. C'est pour ça que j'ai emmené ma fille. Hein. Et puis bon, accessoirement, les jeunes de 16 ans sont acceptés parce qu'à la diagonale des fous, il faut avoir 18 ans. Mais je pense que c'est accessible. Donc celui qui m'écoute et qui rêve d'aventure, de grands espaces, de dépasser un peu ses limites, je pense que le Marathon des Sables est un très très bel objectif pour ça. Et ce que j'en ai entendu aussi, et c'est aussi le message que Patrick Bauer avait transmis quand il était passé sur le podcast, c'est que humainement, c'est une aventure incroyable. Et le soir, dans les tentes, sur le bivouac, il se passe des, des histoires, toujours à dormir debout, fait des très belles rencontres. C'est aussi ça, le Marathon des Sables. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est une grosse différence avec un ultra trail sans étape. Ça, c'est sûr qu'on rencontre des gens géniaux et puis on partage l'aventure avec des gens qu'on connaissait pas les jours d'avant. Enfin, il y en a qui viennent entre potes, donc c'est aussi une façon assez géniale de passer une semaine entre potes. Et puis sinon, il y a ceux qui viennent seuls ou à deux et puis qui se retrouvent avec des inconnus dans leur tente qui vont devenir leur compagnon de tente pour la semaine. Et c'est sûr que humainement, c'est une course qui est très 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 forte, absolument. C'est la plus forte d'ailleurs même, parce que, enfin la plus forte, il y a d'autres courses à étapes que j'ai pas fait et qui sont sûrement très fortes, mais là, il y a 800 concurrents sur le bivouac, du coup il y a une ambiance d'enfer, il y a des dizaines de nationalités, et du coup il y a une espèce d'effervescence incroyable, et puis c'est toujours très drôle de voir 800 personnes en autosuffisance alimentaire dans le désert pendant 6 jours. Il y a une espèce ça forme une vraie communauté, quoi. Voilà, une vraie entraide, un vrai partage. Et non, humainement, c'est étonnant. Alors tu le disais, ta fille a parcouru toute cette aventure avec toi. Tu disais aussi que les gens se préparaient plus ou moins et qu'ils en parlaient pendant des mois entiers à leur famille. Est-ce que tu as trouvé que ta fille avait donc changé après cette aventure?
Non, elle a pas changé. Elle a pas changé. Moi, je pense elle a pas encore conscience de ce qu'elle a gagné. Mais c'est sûr qu'elle a gagné parce que elle a gagné en mental, elle a gagné en, je sais pas, en vision de la vie. Euh, mais après, elle a pas changé. Ma fille, enfin, moi, je suis admiratif de ma fille que j'aime à la folie. Mais j'ai la chance d'avoir une fille aînée qui est très équilibrée, qui est travailleuse, qui est très attentionnée. Enfin, franchement, c'est une jeune fille merveilleuse. Et donc, elle était déjà, j'en étais déjà très admiratif avant le marathon des sables. Je suis toujours. Elle revient en plus avec cette épreuve. Je pense elle en a plein les yeux parce que quand on en parle, elle se remémore, on se remémore ensemble l'épreuve et tout, les moments forts qu'on a partagés. Elle a vraiment adoré. Elle a envie de faire d'autres choses comme ça. Euh, et je pense qu'elle est consciente qu'elle a fait un truc que ses amis n'ont pas fait. Hein. Les jeunes de son âge normalement n'ont pas fait. Mais à mon avis, elle n'a pas encore conscience de ce que ça modifie sur son logiciel, quoi, de la force que ça lui apporte. Elle est très forte, hein. Mais voilà. C'est sûr que quand tu reviens d'une épreuve comme ça, dans ton entourage, à 16 ans, ça doit être quand même sacrément admiratif. Je sais pas, à l'école, quels sont les retours qu'elle a de son Ouais, c'est marrant entourage? parce qu'on a fait pas mal de médias. Elle a été encouragée par tout le monde, ce qui était génial. Enfin, mais elle est pleine d'humilité en plus, Cécile. Donc, elle prend ça avec le sourire et beaucoup. Elle est toujours très touchée. Mais quand on était sur le bivouac, elle recevait des dizaines de messages. Tu sais, les gens peuvent écrire via le site internet du Marathon des Sables, avec le numéro de dossard ou le nom. Ben, on envoie des messages aux concurrents et puis les messages sont distribués par l'organisation. Et donc tous les jours, Cécile recevait des dizaines de messages parce on était suivi par quelques médias, par un podcast notamment, et de gens qu'elle connaissait pas, quoi. Des gens du monde entier. C'était vraiment très drôle. Des messages en espagnol, en anglais, en français évidemment, et, euh, et de gens qui étaient admiratifs, qui lui demandaient mais comment tu fais, comment je peux faire pour que ma fille ou ma petite fille ait la même passion que toi, fasse des défis comme ça. Enfin voilà, des gens qui disaient au-dessus chaque jour, va au bout, courage, c'est génial ce que tu fais. Et elle partageait vraiment, en fait, ça faisait, son expérience rayonnait chez des centaines ou des milliers de personnes, quoi. Et ça, c'est quand même génial. Et ça, je pense qu'elle a été très touchée par ça. Elle était très soutenue par le bivouac aussi. Tout le monde l'applaudissait quand elle arrivait là près de sa tente et tout. Et donc, c'est humainement, c'était très fort. Très très fort pour elle. Et voilà. Je pense qu'elle s'est rendue compte qu'elle faisait un truc pas commun. À mon avis, elle s'en rendait pas trop compte avant de partir. Et alors, quand on termine ce genre d'épreuve, souvent, bon, on est cuit, on se dit plus jamais, parce qu'il y a la fatigue qui rentre en compte. Et pour autant, le lendemain, le surlendemain, parfois une semaine après, on regarde quel est le prochain défi qu'on va pouvoir faire et pour pouvoir revivre ça. Est-ce Mm. que il y a une autre chose que vous avez envie de faire pour l'avenir? Bah, déjà, il faut que je fasse des choses avec mes autres filles. Et moi, j'ai 4 filles. Donc, la deuxième aura 16 ans l'année prochaine. Alors, elle me disait, il faut qu'on fasse un truc, mais elle veut pas faire le marathon des sables parce qu'elle dit que c'est l'épreuve de Cécile. Donc, je suis en train de travailler un truc là, d'essayer de voir ce que je pourrais faire avec elle. Mais je sais pas si ça va être dans le cadre d'une organisation comme le marathon des sables ou si ça va être un défi qu'on se monte tous les deux. Mais peut-être un truc sur les rivières en Suède ou en Norvège. Là, on va voir ce qu'on peut se descendre en kayak. Bon, bref, il faut qu'on fasse un truc un peu long, un peu génial. Et Cécile, elle a très envie de refaire d'autres choses, mais Cécile est très appliquée dans ses études. Elle est en première là, donc elle travaille beaucoup. Elle veut faire médecine, donc c'est quand même un planning d'étudiants qui laisse pas beaucoup de place pour préparer ce genre d'aventure que sont le marathon des sables et autres ultra trails. Donc moi je la force pas du tout. Hein. Franchement, on verra si on a l'occasion de se remonter des trucs ensemble, ce sera avec grand grand plaisir. Et il y en aura bien. Mais sinon, il faut quand même avant que j'emmène les autres. Hmm. Et la dernière, là, qui a 7 ans, elle veut absolument faire le marathon des sables comme Cécile, donc on verra si cette envie est toujours là dans 9 ans. Mais si elle est toujours là, j'emmènerai. Eh ben, pourquoi pas un jour, Frédéric et ses 4 filles sur le marathon des sables.
Ah, ce serait génial, ça. Moi, j'aimerais bien. Mais ça m'étonnerait que j'ai 4 filles qui aient envie de faire le marathon des sables et qui soient faites pour ça. Par exemple, la deuxième, je pense, elle est très différente. Donc, elle sera très très heureuse de faire un truc, aventure, un peu péchu avec moi. Mais elle a pas la même. C'est pas une compétitrice comme l'aînée. Donc, par exemple, pour le marathon des sables, je sais pas dans quelle mesure elle profiterait comme Cécile. Voilà. Il faut quand même que ça colle, hein. Mm. Faut qu'elles aient envie. Moi, j'emmène personne de force. Mais faire des aventures avec les 4 filles en même temps, ouais, ça peut être, ça doit être génial, et avec ma femme évidemment. Mais il faut trouver un truc qui convient à tout le monde. J'allais justement te poser la question, c'était ma question suivante, savoir si ta femme était aussi, elle, aventurière. Non, elle n'est pas aventurière, mais je pense qu'elle pourrait l'être. Mais comme on disait, tu vois, elle est pas aventurière. Elle aime le sport. Elle court pas mal. Et là, d'avoir vu Cécile faire le marathon des sables, ça lui quand même, ça lui donne envie. Donc c'est pas impossible que je le fasse avec elle, par exemple. Voilà. Je pense qu'elle aimerait bien, hein. Franchement, je suis sûr qu'elle arriverait au bout sans difficulté. Enfin, sans difficulté, il y a toujours des difficultés, mais qu'elle arriverait au bout et qu'elle s'éclaterait à le faire. Franchement. Donc j'aimerais bien pouvoir l'emmener. Il faut que j'arrive à la motiver, mais notre marathon des sables avec Cécile l'a bien travaillé, dans le bon sens. C'est génial ça, les enfants, ce que ça peut nous amener à faire. Ah oui, c'est sûr, ouais, non, c'est top. Hmm. Et toi, du coup, à titre perso, tu as d'autres projets, aventures d'ultra trail que tu as envie de mener Moi, je fais le Zinzin Trail, là, le 2 juillet, dans les Cévennes. Alors, je me suis inscrit au 160, tout feu, tout flamme, là, en retour du marathon des sables, mais en fait, je crois que je vais essayer de faire le 70 parce que je serai jamais prêt pour faire le 160, là. Donc voilà, mais je suis content de faire ça. Et puis je monte une expé pour janvier prochain, dont je te parlais tout à l'heure, là, où je suis en train de chercher l'argent. Donc il faut que je trouve 80 000 balles. Et, et j'espère que je pourrai faire ce truc-là. C'est aussi sur le continent africain. C'est une traversée un peu particulière et que j'aimerais bien faire partager au maximum dans les médias et sur les réseaux sociaux. Et voilà, et donc j'espère vraiment que je vais trouver le financement parce que je pense que c'est un très beau projet et qu'il y a vraiment de quoi faire rêver les gens et les emmener aussi quelque part. Parce que maintenant, tu vois, il y a tellement de moyens maintenant de télécommunication, on peut être en direct de partout, on fait de la vidéo et de l'audio de partout, que ça c'est génial, parce que tu peux aussi faire partager ton épreuve à tout moment et au plus grand nombre sur toute la planète, quoi. Voilà. Donc ça c'est génial. Eh ben, je te souhaite de pouvoir réunir ces fonds parce qu'effectivement, il n'y a rien de tel que de pouvoir vivre et faire partager des aventures comme on peut en voir de plus en plus. Et je trouve ça très bien qu'on nous montre justement toutes ces histoires de personnes qui arrivent à accomplir des défis incroyables. Eh ben, Euh, merci François. eh ben, qu'est-ce qu'on te souhaite pour cette année 2022? Oh, bah, plein d'aventures. Tu dis ça comme si on était le 1er janvier. C'est Euh, vrai que le temps passe vite, hein. Tu vois, je croyais déjà que c'était, tu vois, le marathon Bonne des année sables, je croyais François. que c'était. Voilà. Écoute, plein d'aventures. Moi, je me souhaite, si enfin, je me souhaite surtout d'être heureux et que ma famille soit heureuse, mais si on rentre un peu dans le détail et que je suis un peu plus égoïste, je me souhaite plein de belles aventures dans des grands espaces. Mais il faut absolument que je les partage à chaque fois parce que les belles aventures tout seul, c'est limité. Ça Enfin, a quand je une dis autre, ça a partager, une je autre peux être tout saveur. seul dans la nature, mais il faut qu'il y ait les outils qui me permettent de faire partager, comme je te disais, au plus grand nombre par ailleurs, quoi. Voilà. Et puis comme je le dis souvent sur le podcast, de tout temps, les gens ont raconté des histoires et quand on partage comme ça de ce genre d'aventure, eh bien finalement on est juste en train de raconter une histoire et qu'elle se termine bien ou mal, c'est une histoire. Oui, c'est vrai. C'est pour ça quand il y a certaines personnes me disent mais non, je vais pas revenir sur le podcast, j'ai abandonné. Et alors, c'est une histoire. Hmm. Hmm. Bon. Ouais, je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord. Et puis il faut avancer avec ses échecs. Ça, pareil, c'est très banal de dire ça, mais c'est sûr que de toute façon, il y a forcément un moment où on se plante, hein. Enfin, euh, c'est sûr. Moi, l'Atacama, la première fois que je l'ai fait, ma remorque a cassé le troisième jour, quoi. Ça faisait 1 an que je préparais le truc pour traverser ce désert en tirant ma remorque en suffisance totale, que j'emmerdais tout le monde, ma famille, le boulot et tout. Au bout de 3 jours, la remorque a cassé. J'étais comme un con.
Et ben ça c'est des coups durs. Hein. Bon, voilà. Bon, 2 ans après, je l'ai retraversé sans remorque avec une équipe de ravitaillement, c'était super. Et voilà, faut tirer les Problème, leçons. solution. Mais oui, bien sûr. Mais bon, c'est sûr qu'il y a des coups durs. Hein. Quand on rate, c'est sûr que c'est un échec. Mais il faut vraiment avancer avec ça, quoi. Moi, je sais pas qui n'échoue pas. Enfin, tu vois. Personne. Donc il faut prendre en compte l'échec. Voilà. Oh là là, c'est bateau comme phrase, ça. Non, puis en Mais je plus, crois que c'est vrai. tu vois, à quitte à rentrer dans le bateau, on va faire les bons marins et elle était nulle cette vanne. C'est vrai qu'on apprend toujours beaucoup plus dans l'échec quand tu as réussi. Bon, ben, tu te dis tout était bien. Qu'est-ce qui a été bien, je sais pas trop. Mais quand on échoue, on sait finalement concrètement ce qu'il faut améliorer sur notre capacité physique, Bah sur oui, notre c'est comme ça qu'on préparation. apprend. Voilà. On apprend physiquement, mentalement, et puis on tire aussi les leçons de. Je sais pas, quand ma remorque casse le 3e jour, bah, je tire les leçons de la préparation technique, qu'est-ce qui n'a pas été, qu'est-ce qu'il faut améliorer. Enfin voilà, ça fait partie du jeu. Exactement. Est-ce qu'il y a quelque chose dont on n'aurait pas parlé et que tu aurais aimé ajouter, peut-être pour clôturer notre échange? Écoute, là, j'ai rien qui me saute enfin, qui me vient à l'esprit, là, comme ça. Mais je suis très content de pouvoir faire partager un peu mon goût de l'aventure avec toi sur ton podcast, en tout cas. Merci beaucoup, hein. Eh ben, avec grand plaisir et puis peut-être que tu pourras revenir une fois que tu auras terminé et ton projet dont tu as gardé un petit peu le secret, même si tu nous en as donné deux, trois brides en Afrique. Voilà. Bon, merci beaucoup, François. Avec grand plaisir et puis bah, écoute, on va suivre ça avec attention. C'est sympa. À À bientôt. bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode de l'Instant Outdoor. J'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, et même si ce n'est pas le cas, abonnez-vous pour ne rater aucun épisode. Parlez-en autour de vous et laissez-moi un commentaire sympathique sur Apple Podcasts, c'est ce qui m'aide le plus à remonter dans les classements. N'hésitez pas non plus à le partager à chacun de vos contacts dans le sport. Chaque nouvel auditeur intéressé est une victoire. Si vous avez besoin d'un speaker pour votre événement, d'un contenu pour votre marque, d'une bonne bière artisanale bretonne, d'infos sur le Grand Raid du Finistère, n'hésitez pas à me contacter à l'adresse contact@planettry.com. À bientôt.